Retour de l'FC avec nos invités, Mathieu Méranville, qui est journaliste et écrivain. Nous allons vous présenter son livre en fin de deuxième partie de cette émission. Un autre invité nous a rejoint, il s'agit de Christopher Walambo, qui est défenseur de l'Académie de Coimbra au Portugal. Ça se passe bien, j'imagine, Christopher. Ouais, merci vraiment d'être venu nous voir, qui est congolais de la RDC, qui vient de participer à la CAN. Il termine troisième. C'est une bonne chose. Et puis Saïd, notre éditorialiste, est toujours avec nous. La question de l'FC, justement, après un échec, doit-on systématiquement limoger l'entraîneur? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi à afc@africa24tv.com. Les entraîneurs étrangers aiment de plus en plus l'Afrique. C'est le dossier de l'FC. Pas de jingle, et nous évoquons aussi le livre de Mathieu Méranville, Mordu de l'athlétisme, et je vous rappelle également qu'il est journaliste sportif. Alors Christopher, je m'adresse à vous tout d'abord, après cette belle victoire, disons cette belle troisième place de la RDC, avec votre entraîneur Florent Ibenge, allez-vous continuer l'aventure justement avec votre équipe à la sélection? Pour l'instant oui, en tout cas c'est l'objectif, maintenant faut qu'on y est, faut plus lâcher. On est arrivé troisième, on a fait quelque chose de bien. Je pense que tout le peuple, tous les Congolais aujourd'hui sont très fiers de nous. Oui, c'est clair que l'objectif est de continuer, surtout avec notre coach, parce qu'on a commencé un projet. Je pense que ce serait bien de le terminer et de montrer justement à tout le monde que même avec un coach local, issu vraiment du pays, on peut faire de très belles choses. Il paraît que le président de la République est venu vous voir également. Il est rentré dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, on a mangé avec lui, on a déjeuné avec lui. Il a eu un discours très motivant. Je pense que sa venue nous a aussi aidé, on va dire, concrètement à se sentir vraiment soutenu. Et voilà, donc je pense que c'est clair qu'on n'a pas battu la Côte d'Ivoire, mais on a quand même fait quelque chose de grand en arrivant troisième, sachant que la préparation quand même était très difficile. On n'a pas eu de match de préparation avant les éliminatoires. Donc je pense qu'on a fait quelque chose qui est vraiment à saluer et on en est fiers aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendiez justement à une telle prestation avant cette CAN 2015 et comment avez-vous vécu ça justement en Guinée équatoriale? Nous, on a été outsiders, c'est-à-dire que, enfin, même un peu plus, un peu moins, je dirais, parce qu'on était la 16e équipe à se qualifier, on était les meilleurs, 3e meilleurs. Donc, personne ne nous attendait, on va dire. Tous ceux qui comptaient sur les favoris ne nous attendaient pas. Donc, on est arrivé sans pression, et puis on était aussi mentalement, on était vraiment fort de notre victoire à Houphouët-Boigny contre la Côte d'Ivoire. On a marqué quand même 4 buts là-bas. Je pense qu'il y a peu d'équipes aujourd'hui qui l'ont fait. Donc on s'est quand même senti pousser des ailes et on est arrivé décomplexé en Guinée. Et je pense que ça a payé et tout le monde l'a vu. Votre gardien, il est emblématique. Il a pris sa retraite? C'est une légende. C'est-à-dire que même s'il a pris sa retraite footballistiquement, dans le cœur de tous les Congolais, il est encore présent. C'est clair que Kidjaba, c'est fort. Je pense qu'il a eu aussi l'hommage de Didier Drogba, de pas mal de grands professionnels. C'est dire que ça a été un élément clé de ces 10 dernières années du football africain. Dernière question avant donc, de poursuivre l'actualité. Après un tel succès, on revoit les conditions financières, par exemple, du côté de votre club au Portugal. Comment ça se passe? C'est votre agent qui en parle ou bien tout simplement vous continuez comme ça? Écoutez, ça fait partie du football, mais c'est plus l'agent qui en parle, on va dire. Nous, on est plus focalisés sur le terrain. Je pense que c'est très important d'avoir les yeux rivés sur les objectifs sportifs d'abord. Ouais. Ensuite, alors, les objectifs justement, Coimba, où en sommes-nous aujourd'hui dans le championnat? Comment ça se passe? Je suis revenu de la Coupe d'Afrique. Quand j'étais en Coupe d'Afrique, on a fait 9 matchs, on a fait 4 défaites. Je suis revenu, on était 18e. Le jour même du match, on était 18e. Depuis, on a fait 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls. Je pense que le bilan aujourd'hui est très très bien. On est 13e, on respire. On est à 2-3 points du maintien. Déjà, pour assurer le maintien, on est à 2-3 points. Donc je pense que c'est vraiment très bien pour nous. Et là, les objectifs ils sont quasiment remplis. Il nous reste 8 matchs et on est tranquille maintenant. Une question délicate, j'avais dit la dernière, mais c'était l'avant-dernière. Comment vous situez-vous par rapport aux autres arrières latéraux en Europe? On n'ira pas dans le monde, mais vous vous situez à quelle place à peu près? J'ai pas vraiment de place à me situer. Vous jouez sur les deux côtés. Hein, c'est ça. Je peux jouer à droite, à gauche. J'ai été formé au Paris Saint-Germain. J'ai eu la chance d'avoir une
avoir hérité de bases intéressantes, du moins en théorie. Donc je pense que non, me situer, je ne pourrais pas me situer par rapport aux plus grands, je pourrais pas me situer. Je me situe comme un joueur professionnel qui joue en première division. On va prendre par exemple du côté du Paris Saint-Germain. Vous êtes plus fort ou pas que Van der Wiel? Je ne pourrais jamais vous dire si je suis plus fort ou pas. Je ne sais pas. Ça, de Serge Aurier? Non, je ne peux pas juger. On ne peut pas juger. Serge Aurier est beaucoup plus jeune que moi. Il joue dans un club plus grand que le mien. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Je suis arrivé 3e. Donc si on compare au niveau statistique, c'est clair qu'on peut dire qu'il est devant. Après, footballistiquement parlant, c'est aux connaisseurs de juger. C'est pas à moi. D'accord. Nous allons voir, parce qu'il y aura un débat tout à l'heure concernant les entraîneurs étrangers qui aiment l'Afrique. Nous allons voir les quelques matchs amicaux avec Saïd et Mathieu. Nous allons voir ces matchs affichés justement dès jeudi. Il y aura un certain Gabon-Mali, il y aura Maurice-Burundi, il y aura Indonésie-Cameroun, Botswana contre Lesotho. Ensuite, vous voyez le 26 Qatar contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire contre l'Angola. Il y aura aussi un certain Gambie-Mauritanie. Et puis le dimanche 28, si on a la possibilité, Ghana-Sénégal, Maurice-Togo, Maroc-Uruguay, Zambie-Rwanda. Vous ne jouez pas, hein, la RDC? Si, on joue. Vous jouez quand? On joue le 28, justement. Ouais. On joue le 28 contre l'Irak. Contre l'Irak? À Dubaï, oui. D'accord. Donc vous êtes juste passé dans nos studios rapidement. Je suis vraiment en transit. Voilà, exactement. Je suis en transit et j'ai fait escale à Africa 24. Vous aimez Africa 24 parce que vous nous avez toujours dit, lorsque vous êtes là, vous passez nous voir. Alors, exactement. Mathieu, vous découvrez ce garçon. Ah oui, je le découvre. Oui. Ouais. Qui est un très, très grand joueur, qui était en Pologne. Oui. C'est ça? J'étais en Pologne. Ouais. Ouais, je ne le connaissais pas, mais je le sens affirmé. Je sens que c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. 28 ans quand même. C'est le moment, je pense. Alors Saïd, je sais que Saïd est souvent sur les réseaux. Saïd et Samy vous suivent de près. Alors Saïd, oui. Très fier de le rencontrer, Christopher. Content de l'avoir effectivement sur le plateau. On en a parlé plusieurs fois sur le plateau d'Africa 24. C'est un joueur qui a des très belles qualités. C'est un joueur, malgré le fait qu'il ait 28 ans, qui a encore, selon moi, une marge de progression importante, qui peut encore gravir des échelons. Son équipe et lui-même nous ont fait plaisir pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe de RDC. Là, on voit qu'il y a vraiment... Monsieur Ibengue, qu'on a reçu ici même, nous a fait part de son projet. On voit qu'il y a véritablement un projet qui se dessine autour de cette formation. Là, ils sont en train de prospecter un certain nombre encore de joueurs très intéressants qui va venir renforcer cette équipe-là. Il y aura encore plus de concurrence. Si la fédération se met véritablement au niveau et accompagne ces joueurs professionnels qui viennent dignement représenter leur pays, cette équipe de RDC n'est pas au bout de son chemin. Elle sera amenée à avoir de très très bons résultats. Il l'a très bien souligné, c'est une équipe qui est parti gagner en Côte d'Ivoire. C'était la première défaite de Yaya Touré sur le territoire ivoirien. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. C'est une équipe avec énormément de potentiel. Si tout le monde tire dans le même sens, s'il n'y a pas de guerre d'ego, si tout le monde défend véritablement le drapeau de la RDC fièrement, elle va faire un très très long chemin. Et quand on voit le sérieux notamment de Christopher, on voit que c'est pas quelque chose qui leur est monté à la tête. Ils gardent les pieds sur terre et ça en dit long justement sur ce qui est l'avenir de la RDC. Merci, M. Saïd. Gros plan maintenant sur la rencontre Côte d'Ivoire-Angola avec notre rédaction. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont étreiner leur titre de champion de Côte d'Ivoire le 26 mars devant le public au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Un mois et demi après leur sacre continental, les joueurs de l'équipe nationale vont livrer un match sans enjeu pour remercier le public de son soutien. Sur les 28 joueurs convoqués par l'entraîneur Hervé Renard, le défenseur Delis Simon et le gardien Diomandé Namori sont les nouveaux venus en équipe nationale. Une équipe qui doit tenir son rang. Je pense que ça sera l'occasion pour ceux qu'on a appelés les novices, les Eric Bailly et tous les nouveaux qui étaient dans le groupe, de jouer devant leur public pour la première fois, mais en même temps permettre aux anciens, notamment à Barry Kopa qui a décidé de partir, de faire une sorte de jubilé dans la bonbonnière du stade Houphouët-Boigny. Et j'imagine que les Ivoiriens seront nombreux. Ça va être un très bon match qui va se dérouler dans un esprit évidemment fair play, mais qui va consacrer davantage les éléphants chez eux à Abidjan. Le gardien Kopa Barry et le défenseur central Kolo Touré, qui ont annoncé leur retraite internationale, joueront le match amical contre l'Angola. Ce sera certainement pour les supporters l'occasion de leur rendre un dernier hommage. Vraiment, le peuple ivoirien est derrière eux. Et j'espère que la prochaine CAN, on va la remporter.
C'est un plaisir pour nous de voir encore nos vifs combattants, parce qu'ils ont combattu depuis 2000, je crois, depuis 92. Aujourd'hui, ils ont remporté la Coupe. Donc, quoi de plus normal de les soutenir? Donc, je pense que nous serons tous au stade Félix Houphouët-Boigny pour soutenir les éléphants. L'Angola est 84e au classement FIFA, alors que la Côte d'Ivoire, elle, est la 3e meilleure nation africaine de ce classement. Après l'Angola, les éléphants affronteront le 29 mars la Guinée équatoriale, toujours en match amical. Voilà que c'est joli, la fête et le football. Michel Dussillet ne sera plus l'entraîneur de la Guinée. Justement, je l'ai joint au téléphone. Il nous donne des explications. Africa 24, écoutez-le. J'avais démissionné de mon poste le 2 février de cette année pour mettre fin à une longue, belle aventure avec cette équipe de Guinée, puisque ça faisait presque 5 ans que j'étais là-bas et que j'avais souhaité tourner la page. Pour l'instant, je reste à l'écoute d'éventuelles propositions qui pourraient venir, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs. Alors, maintenant, les entraîneurs étrangers qui aiment justement l'Afrique, nous allons voir la liste de ceux qui ont été présents justement de la Guinée équatoriale. Hervé Renard qui entraînait la Côte d'Ivoire. Il y a donc Avram Grant, il y a Florent Ibenge, lui qui entraînait la RDC, bien sûr. Alors, mon cher Christopher, que pensez-vous de tous ces entraîneurs? Nous allons laisser s'afficher encore les noms. Tous ces entraîneurs étrangers qui partent en Afrique, c'est une bonne chose ou pas? Ça peut être une bonne chose pour eux, ça peut être une bonne chose aussi par rapport à leur savoir-faire. Après, c'est clair que nous non plus, nous ne sommes pas dépourvus de talent, hein. Ça faut le savoir. Et si eux aussi viennent en Afrique, c'est qu'ils pensent qu'il y a quelque chose à faire. Ils ont aussi leur intérêt à en tirer. Donc je pense que oui, ça peut être bien pour eux aussi, ça peut être bien pour nous, c'est clair. Mais je ne pense pas qu'on soit réellement dépourvu de très bons entraîneurs en Afrique. On l'a prouvé encore avec notre coach Florent Ibenge. Et je pense que dans tous les pays, il y a des gens quand même qui étudient et qui ont des théories très intéressantes en matière de football. Surtout quand on voit le nombre d'écoles aujourd'hui qui se développent en Afrique. Je pense que oui, c'est bien, mais on a aussi ce qu'il faut au pays. Tout à l'heure, nous aurons Joseph-Antoine Bell. Mathieu, que pensez-vous justement de tous ces entraîneurs qui s'expatrient? C'est vrai qu'on fait toujours appel à ce qu'on appelle les sorciers blancs. Et Hervé Renard, par exemple, c'est un très très bon entraîneur. On a toujours connu Claude Leroy. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être réussir à passer une étape, que les sélections et leur entraîneur propre, qui peuvent construire quelque chose en fonction aussi des mentalités. Quelquefois, c'est important. Il y a des entraîneurs européens qui arrivent, mais qui connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants du pays. Donc ça serait bien, parce que c'est vrai qu'en France, avant, il y avait des entraîneurs étrangers, et là maintenant ça fait quoi? Ça fait 40 ans que maintenant c'est systématiquement un Français. Donc on peut trouver en France, je pense qu'on peut trouver en Afrique, ça peut être des gens qui étaient dans le championnat local ou des gens qui ont été dans les championnats européens et qui peuvent apporter quelque chose. Et je pense qu'il y en a qui ont envie de le faire. Oui, alors avant de retrouver Joseph-Antoine Bell qui est en ligne déjà avec nous, Saïd, votre point de vue, est-ce que c'est indispensable, c'est important qu'il y ait des entraîneurs étrangers sur le continent? Non. Non, ce n'est pas important, ce n'est pas du tout indispensable. Ce qui est indispensable, c'est qu'on fasse passer les formations, les diplômes à nos entraîneurs locaux, qu'ils soient au niveau. Quand on voit Stéphane Keshi, quand on voit Cheata, qui a gagné je ne sais combien de CAN avec l'Égypte, Badouzaki qui a emmené l'équipe nationale du Maroc en finale de la Coupe d'Afrique, quand on voit Florent Ibenge, quand on voit plein de talents comme ça, c'est pas indispensable. Quand on voit le ratio des entraîneurs étrangers qui viennent en Afrique et qui font strictement rien et qui, juste après avoir été limogés d'un poste, se retrouvent un mois après à la tête d'une autre sélection et qui font ça pendant X années sans avoir jamais rien apporté à toutes les nations dans lesquelles elles sont passées, pour moi, c'est une défaite totale. Donc moi, je pense qu'effectivement, quand on a des bons entraîneurs comme notamment Hervé Renard qui viennent et qui apportent une plus-value, c'est intéressant. Quand on prend des noms des entraîneurs étrangers, qu'on les ramène et qu'on leur offre des salaires mirobolants, contrairement à certains entraîneurs locaux et qui n'apportent strictement rien, pour moi, il y a un défaut. Les entraîneurs locaux doivent passer les diplômes, être au niveau, avoir des formations de qualité et prendre en charge leur sélection nationale. Joseph-Antoine Bell, que dites-vous à propos de tout ce qui a été dit sur ce plateau? Bonjour, Joseph. Bonjour. Je comprends ça qui semble tout à fait remonté. Et évidemment,
évidemment, je l'applaudis. Je pense que le problème ne se situe pas au niveau des entraîneurs, se situe au niveau de la compréhension même de ce que nous appelons les dirigeants. Diriger, c'est prévoir, et on a rarement vu nos dirigeants prévoir. Ce serait effectivement, si on regardait de plus près, une véritable honte que de prétendre que nos garçons savent jouer en professionnel, mais que eux seuls ne savent pas devenir entraîneurs. Vous savez, ce débat, il a eu lieu aux États-Unis il y a longtemps à propos du basket. Beaucoup de joueurs noirs, presque exclusivement des joueurs noirs, et pendant longtemps, on n'a pas vu d'entraîneurs noirs. Parce qu'on prétendait qu'ils savaient jouer, mais qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour entraîner, ce qui est largement faux, évidemment. Donc, même quand ça est dit, mais il faudrait qu'ils soient formés, il se trouve que même quand ils sont formés, on ne les choisit pas. Je crois que c'est surtout un problème de dirigeants plutôt qu'un problème d'absence ou de manque d'entraîneurs ou de manque de qualification. Il y a une volonté, et la logique aurait même voulu que ce soit les dirigeants fédéraux qui, précisément voyant l'absence d'entraîneurs qualifiés, poussent les joueurs professionnels à se former. Il faut savoir que dans le championnat de France, c'est une recommandation qui est faite. On vous incite, vous les professionnels, de manière générale. C'est ainsi que je parle en ayant été moi-même formé en France avec Fernandez, Tigana ou Giresse. Donc, c'est le système qui doit pousser les joueurs à aller se former pour pouvoir devenir des entraîneurs. Joseph, et puis vous nous cachez beaucoup de choses aussi. La semaine dernière, l'équipe vous a consacré une belle page. C'était sympa, on a appris beaucoup de choses. Et puis pendant votre carrière de footballeur, vous avez fait des études d'ingénieur, des ponts et chaussées. Vous nous avez caché ça. Vous n'avez pas pris un kilo depuis que vous avez arrêté votre carrière. Vous nous cachez tout ça aussi. Hein? Non, mais moi, je ne réponds qu'aux questions qui me sont posées. Je ne vais pas tout le temps raconter toute ma vie. Je réponds aux questions qui me sont posées. Et oui, il faut savoir que oui, j'ai été formé comme entraîneur et que mes camarades de formation s'appelaient bien Giresse et Tigana et Fernandez et bien d'autres encore. Je crois qu'un jour j'ai dû rencontrer, oui, j'ai rencontré Florent Ibenge dans une des formations. Donc, c'est pour dire que nos dirigeants n'ont pas besoin, malheureusement, parce que si nous sommes si mal organisés, pourquoi voulez-vous que nous soyons mieux organisés quand il s'agit de la formation de nos techniciens? On pense toujours qu'on peut dans l'urgence, et dans l'urgence, on prend un étranger. Et donc, ne vous surprenez pas, vous êtes plus jeune que moi, ne vous surprenez pas en disant qu'aujourd'hui, il y a plus d'entraîneurs étrangers qui viennent en Afrique, parce que si je vous cite tous ceux que j'ai connus, moi, en équipe du Cameroun depuis que j'étais gamin, il n'y en a pas beaucoup qui étaient africains, de Béara à Zutis, à Naumovic, à Jean-Vincent, à Claude Leroy, à Nekomiachi, il n'y a pas beaucoup de Camerounais de donc voilà, c'est pas nouveau, le phénomène n'est pas nouveau. Ok. Eh bien, Joe, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et puis, nous allons aussi retrouver Michel Dussuyer lundi prochain, qui va nous parler encore de la présence des entraîneurs étrangers du côté de l'Afrique. Maintenant, je vous propose, et ça, c'est un petit cadeau que nous allons faire à Christopher Olambe. J'ai toujours du mal à prononcer le nom. C'est votre entraîneur, Florent Ibenge, justement. Je lui ai demandé ce qu'il va continuer avec la RDC. Écoutez ce que nous dit Florent Ibenge. Le continent est lui-même passionné pour le football, quoi. Donc, un contexte qui est toujours enrichissant, qui est toujours difficile, mais riche. Puis également le fait que j'ai la sensation... Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est admirable, hein. Vraiment, oui. Moi, la première fois que j'ai rencontré, c'était en 2008, lors de ma première sélection contre l'équipe de France. Il était vraiment bien. Il était adjoint de Otis Ngoma à l'époque. Et c'était quelqu'un que j'ai vraiment trouvé de compétent, de très calme, de humble et qui avait vraiment quelque chose. Il dégageait déjà quelque chose à l'époque. Et il transmettait pas mal aux jeunes. J'avais 21 ans à l'époque. Moi, il me transmettait beaucoup. D'ailleurs, même quand je suis reparti là à 28 ans, il m'appelait encore mon gamin. Donc j'ai senti qu'il était encore resté dans
dans la même tendance. Et vraiment, moi, j'apprécie vraiment l'homme et l'entraîneur. Voilà. Avant de retrouver justement Mathieu Mérinville pour parler de son livre, Florent Ibenge justement qui nous dit un petit mot. Il n'y a rien qui a bougé pour l'instant, donc on sait aussi que dans le football, les choses vont vite, mais pour l'instant, il n'y a rien. Je continue avec l'équipe nationale et l'ASV Club. Voilà, donc pour ce qui concerne maintenant les entraîneurs. Je me tourne vers vous, Mathieu Mérinville. Vous avez sorti un livre, vous êtes journaliste sportif, vous êtes avec nous. C'est un livre sur l'histoire. C'est sur l'histoire de la guerre 14-18. Ce sont les soldats. On a intitulé ce livre qui a été écrit avec Serge Billet, journaliste, écrivain, ivoirien bien connu, donc collègue aussi. Et nous avons écrit ce livre sur la guerre 14-18, le rôle des soldats noirs dans la guerre 14-18, que ce soit les Antillais et même un peu au-delà, les Réunionnais, etc. Même les. C'est tout le continent du Nord. Voilà, exactement. Tous les pays francophones d'Afrique. Voilà, plus les tirailleurs sénégalais, qu'on appelle tirailleurs sénégalais, mais qui ne venaient pas seulement du Sénégal, mais qui pouvaient venir du Burkina Faso, qui pouvaient venir de Côte d'Ivoire et de toute cette partie africaine francophone, l'AOF, on appelait ça à l'époque. On dit souvent que les journalistes sportifs ne sont pas curieux, mais c'est faux ce qu'on dit. Parce que pourquoi ce besoin de retracer l'histoire chez vous? Ben c'est une très longue histoire, parce que Serge et moi, nous avons été jeunes étudiants à l'école de journalisme de Lille il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on se disait toujours qu'on avait envie de faire des choses communes. Moi, j'avais l'amour de l'Afrique, lui, il avait l'amour des Antilles. Et en fait, on trouvait qu'on n'avait pas vraiment notre place dans l'histoire de France. On s'est toujours dit qu'on allait mettre notre plume en commun un jour, quand on serait un peu plus vieux, un peu plus affirmé, pour pouvoir essayer de travailler sur l'histoire du monde noir. Oui, dernière question, parce que nous sommes vraiment pris par le temps. Vous connaissez le métier, parce que vous êtes à France Télévisions. Mortenol, Félix Sébré, vous parlez aussi de Blaise Diagne, qui a été le premier député noir, qui était sénégalais. Vous parlez aussi de Roland Garros, aussi le sport, il est réunionnais. Bien sûr, c'est parce que tous ces gens-là, il a été aviateur au Roland Garros, il a eu un rôle important. À un moment, Blaise Diagne, qui a été député, s'est battu pour que les soldats soient intégrés, parce qu'en fait, c'était des indigènes, les Africains, et en fait, il voulait vraiment appartenir à la patrie, donc il s'est battu au Parlement. Et une chose, Blaise Diagne, c'est le père de Raoul Diagne, qui a été le grand capitaine, le grand gardien dans 1930 et qui a fait une belle carrière en France, qui a aussi après fait une belle carrière aussi en tant que footballeur et entraîneur au Sénégal. Voilà, c'était le dernier mot, le mot de la fin aussi pour cette deuxième partie. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie après la pause.